Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez bien? Parfait. Bonjour. Impeccable. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. En attendant que les autres personnes nous rejoignent, je me présente. Donc je suis Laurine Granger, je suis Content Manager chez Tenacy. Donc je m'occupe de toute la partie contenu et en partie des webinaires donc. Alors vous avez surtout l'habitude de voir Baptiste et David lors de vos webinaires, mais ici ce sera donc moi. Je vais être normalement rejointe par Benjamin Leroux, donc qui est directeur marketing chez Advance, expert cybersécurité et ex-RSSI, qui va pouvoir nous apporter ses éclairages et son vécu. Et nous devions être rejoints par Jano Fanowski, le fondateur de Sapiens Leadership, donc un coach de dirigeants. Mais il pourra malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui. En attendant que Benjamin arrive, je vais faire une petite présentation de Tenacy, même si une partie d'entre vous connaissent déjà l'entreprise. Alors Tenacy, nous sommes une entreprise de pilotage de la cybersécurité. On va bientôt fêter notre 6e année. Et on a plus de 150 clients, on arrive à plus de 150 collaborateurs. Notre but, c'est donc de faciliter la vie et le quotidien des équipes SSI, d'où le sujet de ce webinaire qui me paraît plutôt pertinent par rapport à l'objectif et à la mission de Tenacy. Alors, qu'est-ce que fait Tenacy en pratique? On a 5 cas d'usage qui ont été définis. Le premier étant de protéger votre organisation contre les risques cyber, mais aussi de démontrer les résultats de votre programme cyber. Bonjour Benjamin. Bonjour et désolé pour le retard à l'allumage. Pas de problème. Je peux te laisser te présenter du coup? Yes, désolé encore, hein. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Donc moi je suis Benjamin Leroux, je suis le directeur marketing d'Advance. Advance, on est une société de services pure player de la cybersécurité. On est 500 experts en France, Espagne, Italie, Allemagne. On accompagne les RSSI et les filières cyber dans la mise en place de leur stratégie, la réalisation d'audits, la mise en place de technologies. On fait du SOC, du CERT, enfin voilà, une offre cyber à 360. Je suis également administrateur du CLUSIF et je représente Advance au Césin. Et c'est avec le Césin notamment qu'il y a quelques années, on avait travaillé sur le stress du RSSI, mais je n'en dis pas plus, on va en parler très rapidement. Voilà, donc on s'est dit que inviter Benjamin serait une excellente idée étant donné son expertise dans ce domaine-là. J'étais en train de faire une petite présentation de Tenacy, donc nos 5 cas d'usage. Le troisième étant d'apprendre des incidents, aussi de maîtriser les enjeux cyber de vos fournisseurs. On sait que la gestion des tiers, c'est un enjeu qui ressort de plus en plus lors de nos entretiens avec nos clients et dans le monde de la cybersécurité en général. On sait que beaucoup d'incidents arrivent maintenant de par les fournisseurs, de par les tiers. Et enfin, accélérer et maintenir votre conformité, ça c'est une grosse partie de l'outil et c'est un sujet qui prend aussi de plus en plus de place dans le paysage cyber ces dernières années avec la multiplication des normes, des réglementations. Voilà, de ce côté-là, je ne vous apprends rien. Alors, pourquoi avons-nous choisi de prendre la parole sur ce sujet qui est malgré tout encore peu traité dans le domaine de la cyber? On remarque qu'il est de plus en plus abordé dans le monde de l'entreprise en général, avec la naissance de plusieurs applications qui permettent de gérer la santé mentale, notamment au travail. Et pourtant, on a remarqué que le monde de la cybersécurité était relativement en retard de ce point de vue-là. D'où l'intérêt, Benjamin, de l'étude que vous avez justement sortie il y a quelques années, qui me paraît être une des premières instances d'un intérêt pour ce domaine-là en France. En tout cas, on sait qu'aux États-Unis et dans le monde anglophone, il y a de plus en plus, ce sujet est de plus en plus évoqué. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était important de prendre la parole sur ce sujet, d'autant plus que on a un état des lieux de la santé mentale des équipes cyber qui
interpelle quand même. J'ai repris notamment une partie des chiffres de l'étude d'Advance en partenariat avec le Césin qui est sorti en 2021. On remarque donc chez les équipes et chez les responsables cyber interrogés qu'on a quand même 61% des interrogés qui disent ressentir un stress dont les effets sont négatifs et 28% qui ont un stress dont les effets sont réels et impactent vraiment négativement leur santé à la fois physique et psychique. On verra tout à l'heure à quel point les impacts, quels sont les types d'impacts justement de ce stress sur la vie des RSSI. Il y en a même 52%, donc plus de la moitié des interrogés qui disent qu'ils se sentent en permanence sur le qui-vive. Et ça, c'est également un sujet qu'on va évoquer parce que c'est quelque chose qui semble propre au métier de RSSI. Et 28% qui se sentent découragés devant l'augmentation de la menace. On sait que c'est aussi, on va dire, la maladie du temps et qu'en 2024, je pense que ces chiffres risquent d'augmenter fortement, étant donné que la menace augmente toujours plus, la menace se structure, la menace se professionnalise et se complexifie. Donc je pense que malheureusement, ces chiffres risquent d'augmenter. Et un dernier chiffre sorti d'une étude de Gartner en 2023, donc un chiffre un petit peu plus récent, qui explique que d'ici 2025, on prévoit que près de la moitié des responsables cybersécurité feront le choix de quitter leur emploi. C'est énorme. Et 25% disent prévoir d'aller dans des postes très différents du fait du stress lié à leur métier. Et c'est une grosse problématique étant donné la pénurie de talents et la pénurie de recrutement en cybersécurité. On se doute que si les responsables cybersécurité quittent leur poste, ça va être encore plus compliqué de répondre à tous ces enjeux et ce manque de ressources humaines dans la cybersécurité. Benjamin, je te laisse un petit peu nous décrire les effets de ce stress à l'échelle individuelle. On verra ensuite quels effets il peut avoir à l'échelle organisationnelle. Mais pour l'instant, on a voulu vraiment se concentrer sur l'humain derrière le RSSI, si je puis dire, et comment est-ce que ce stress l'affecte dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. Oui, merci. Effectivement, juste pour rappel, la genèse de l'étude qu'on a menée avec le Césin en 2021, à l'échelle de la cyber, c'est il y a très longtemps, mais c'était il y a que 3 ans. C'était en réaction à des études, à des articles anglo-saxons. Il y avait beaucoup d'articles qui disaient les CISO sont stressés, ils tournent aux antidépresseurs, ils prennent de l'alcool et des substances pour tenir. On s'est demandé à nous s'il fallait arrêter de vendre des prestations de conseil et se mettre à vendre de la drogue. On a voulu creuser le sujet. Et on a étudié avec le Césin de façon relativement scientifique, parce que c'est un sujet qui peut appeler à de la subjectivité. Et donc voilà, on a travaillé sur des échelles relativement universelles d'évaluation du stress, et puis on a aussi essayé de travailler, on en reparlera, sur les causes propres à la cyber, parce que les facteurs de stress peuvent être totalement personnels, mais certains peuvent être plus liés au métier. En tout cas, les effets, là, les chiffres dont Laurine a parlé juste avant sont très concrets et assez préoccupants. Il y avait quand même un pourcentage assez important de personnes qui étaient face à un stress important. Et sur ce point, on peut parler parfois de bon ou de mauvais stress. Alors, il y a des personnes qui considèrent que tout stress est mauvais par définition, il y en a d'autres qui considèrent qu'il y a des stress stimulants, il y a des stress plus moins méchants que d'autres. Il y a peut-être une part de ressenti personnel. Quoi qu'il en soit, on avait quand même souhaité quand même souligner qu'il y a des stress. Tout stress n'est peut-être pas mauvais. Il y a des stress qui peuvent être stimulants, positifs. Il y a une certaine il y a un côté palpitant dans les métiers, notamment de la cyber, de la nouveauté. Il y a toujours des nouvelles choses à intégrer, etc. Mais au-delà d'un certain seuil, qui est probablement très personnel, le stress est plus positif et il peut commencer à être négatif. Et dans les effets, dans les impacts, on a effectivement des choses plus ou moins graves. Ça peut être des désordres, on va dire, d'humeur, des problèmes de confiance en soi, et ça peut avoir des effets très, très beaucoup plus graves qui peuvent nécessiter un traitement, un suivi médical.
avant d'atteindre ces extrêmes-là, il y a des problèmes de sommeil qui peuvent derrière impacter l'attention, générer de la fatigue, des problèmes de concentration. Et à l'extrême opposé, on va avoir des choses très, très physiques, très concrètes de somatisation. J'ai mal au ventre, j'ai des migraines, je suis épuisé, je suis tendu, j'ai des problèmes cardiaques. Ça peut être voilà, très, très grave avec comme symptômes quelque part, enfin pas des symptômes, mais comme conséquences, pardon, tout ce qui va être mécanisme de compensation comme l'alcool, la cigarette, et chacun trouvera d'autres mécanismes en fonction de ses mauvaises habitudes. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des effets très concrets. L'objectif n'est pas tant de parler de ça, c'est surtout de se dire c'est une réalité avec des conséquences sur les personnes très concrètes. Là, on va passer, après on verra sur des sujets plutôt sur qu'est-ce qu'on fait, comment on s'améliore, etc. Mais voilà, rappelons-nous qu'il y a des vraies conséquences sur les personnes concernées. Et Yann, justement, nous parlait de 3 types un petit peu de symptômes qui sont enregistrés un petit peu en psychologie. On a donc la fuite, la lutte et l'inhibition. Et il a appliqué un petit peu ces 3 concepts-là au RSSI et aux équipes cyber. Par exemple, la fuite allait être une démotivation, un manque d'envie. La lutte étant peut-être une irritabilité plus forte, être plus prompt au conflit. Et l'inhibition étant justement le découragement, la baisse d'estime de soi. Et on trouvait que cette distinction entre ces 3 réactions vraiment primaires de l'homme était plutôt très intéressante appliquée à la cybersécurité. Et les effets peuvent être plus larges, peuvent dépasser les simples personnes. Alors, c'est très préoccupant, l'effet que les stress peuvent avoir sur les professionnels de la cyber. Pour autant, il faut aussi se rappeler, et c'est peut-être une façon aussi de sensibiliser à la problématique, que les conséquences peuvent être plus globales et toucher toute la structure. Ça peut être un premier effet négatif sur l'image de marque des professionnels de la cyber, qui peuvent être considérés comme des gens pas toujours agréables, un peu tendus, qui n'ont pas toujours les bonnes réponses, pas toujours les bonnes façons de formuler leurs réponses ou leurs avis, qui vont bloquer le business, qui vont empêcher les projets numériques, etc., etc. Ça peut être un premier élément. Soit dit en passant, il peut y avoir des personnes qui sont comme ça parce qu'elles sont pas stressées, mais c'est une autre histoire. Et après, au-delà de ça, on va avoir voilà des conséquences plus ou moins importantes sur la personne. Elle se retrouve un petit peu isolée, il y a un problème de reconnaissance, de valorisation du travail, et derrière, ça peut impacter l'implication de certaines personnes, des personnes du métier, des personnes de la direction, et du coup, on voit bien que ça peut commencer à impacter toute la filière cyber, ou l'équipe, ou les travaux de là ou du RSSI, parce que voilà, on est sur quelque chose où l'humain est un petit peu perturbé, donc les relations sont pas bonnes, les décisions sont peut-être pas prises de façon rationnelle. On va se retrouver avec des problèmes de gestion des priorités au quotidien. On a trop de travail, on ne sait plus où donner de la tête, et plus on est stressé, plus on se perd, on va se noyer. Et c'est pas une histoire de compétence, c'est une histoire de capacité à gérer un flot de demandes tous les jours, nouvelles, variées, différentes, etc., etc. Donc on voit bien que ça peut commencer derrière à être vraiment un risque pour les personnes et pour l'organisation, avec à la fin des effets un peu long terme négatifs du style non, moi je veux pas, quand je serai grand, je serai pas RSSI parce qu'ils sont tous stressés, ils sont jamais déconnectés, ils sont toujours en train de gérer des crises, voilà. Et même à moyen terme dans l'entreprise, j'ai un poste ouvert dans l'équipe cyber et personne veut y aller parce que trop de stress, trop de tension, trop de charge mentale. Donc ça peut avoir des effets extrêmement concrets, globaux, pas uniquement sur là où les personnes concernées. Est-ce que toi, Benjamin, ce sont des effets que tu as pu observer dans tes anciennes entreprises? Je sais que toi, tu as été RSSI. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vu dans le concret? Ce qu'on voit, c'est, pour moi, il y a deux choses marquantes. C'est la gestion des priorités et la difficulté de garder le cap face à un flot de demandes, que ça soit les métiers, la direction, des gens de la DSI, ou un flot d'informations, des vulnérabilités, des failles, des problématiques. Donc ça peut être générateur de stress parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et puis après, au-delà de ce côté un peu plus opérationnel, au-delà de garder le cap, le challenge, ça peut être aussi de définir le cap. Et là, c'est un peu encore plus personnel de se dire, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ma décision va dans le bon sens pour protéger l'entreprise? Et ça, c'est quand même une responsabilité assez forte
assez engageante pour laquelle certaines personnes sont plus ou moins bien câblées, entre guillemets, pour résister à ça. Un des points qu'on avait mis en avant dans l'étude, c'était, première étape de l'étude, oui, le niveau de stress est préoccupant. Deuxième étape, qu'est-ce qui, dans les métiers de la cyber, génère du stress? Et moi, un élément qui m'avait marqué, on l'avait nommé l'adversité. Les RSSI sont des gens qui font face à une forme d'adversité permanente. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans l'entreprise où quand on rentre au bureau ou quand on se connecte en télétravail, on se dit zut, est-ce qu'à 11h02, tout ne va pas exploser et la boîte ne va pas être à genoux à cause d'une attaque? Il y a des métiers où il y a de la tension, il y a de la tension commerciale, il peut y avoir de la tension sur les marchés financiers, des tensions sur l'approvisionnement, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de professions vivent avec cette épée de Damoclès numérique au-dessus de la tête, et ça, il faut l'encaisser. Oui, il me semblait, je crois que j'avais vu dans l'étude justement du César qu'une grande partie des personnes interrogées disaient qu'ils avaient l'impression de se battre contre des ennemis invisibles, avec une menace qui est vraiment omniprésente et qui est difficile finalement à attraper et à conceptualiser. Et je pense que ça participe aussi de ce stress permanent. Exactement. Exactement. Alors, on a un petit peu schématisé ces effets-là, donc c'est évidemment quelque chose de très résumé, mais on peut voir donc que ce mal-être et ce stress au travail peut avoir deux conséquences. D'une part, des burn-out et a fortiori des démissions qui causent un manque d'effectifs, donc une charge de travail et une pression accrue. Donc du coup, une sécurité amoindrie pour l'entreprise. Et de même, ce mal-être et ce stress au travail va causer de la fatigue, des problèmes à la fois physiques et psychiques qui ont effectivement un impact sur la vigilance et la réactivité des RSSI et des équipes cyber. Voilà, on est tous humains quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a l'impression d'avoir tout autour de nous qui est un petit peu instable. C'est normal qu'on perde en concentration et c'est donc un problème aussi, non seulement pour l'humain derrière le RSSI, mais aussi pour la sécurité de l'entreprise de manière générale. Et c'est pour ça qu'on pense que ce sujet doit vraiment être abordé, non seulement pour la santé mentale des RSSI, mais aussi pour tout simplement la cybersécurité des entreprises. On a voulu un petit peu explorer, donc de manière un petit peu pompeuse, les racines du mal, ou tout simplement les causes de ce stress des RSSI. Benjamin, je te laisse la main. Yes, en effet, le constat, le niveau de stress est préoccupant et intéressant, mais pour les personnes concernées qui sont en difficulté, ça n'apporte pas grand-chose. Donc l'idée était de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que les réponses, on en reparlera, sont peut-être pas toujours simples, mais d'essayer de bien comprendre l'origine de la problématique. Et là, on va se rendre compte que il y a un petit cocktail de facteurs qui peut être un peu complexe de prime abord, mais qu'on essaie un petit peu de décoder, de ranger. Et on va se rendre compte qu'il y a plusieurs éléments. Vous allez voir, il y a des éléments plus ou moins liés à la cyber, et il y a des éléments qui sont liés à la personne ou liés à l'organisation. Déjà, le premier point, c'est les personnes. Non pas pour rejeter le problème sur les personnes en disant ah, c'est de ta faute si t'es stressé, mais c'est de montrer qu'en fait, le métier et certaines personnes qui pratiquent ce métier ont certaines tendances à se mettre dans le rouge d'une manière ou d'une autre. Le premier point, c'est lié quelque part, il y a une remarque à l'instant de Nicolas Robin sur le chat, c'est voilà, le R de RSSI, c'est responsable. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça englobe, qu'est-ce qu'on porte sur ses épaules quand on est RSSI. Donc on est responsable de la sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment être responsable de la sécurité quand on voit l'ensemble des facteurs qui contribuent à la sécurité d'une organisation, hein? Parfois, il suffit d'un clic malheureux d'un utilisateur pour que le verre soit dans le fruit. Parfois, on n'a rien fait. C'est une mise à jour d'EDR qui met du bazar. Malheureusement, on ne peut pas être responsable ou alors il faudrait définir des racines, des processus extrêmement lourds qui ne pourraient pas vivre dans l'organisation. Et au-delà de ça, beaucoup de personnes dans la cyber, on avait fait une autre étude plus âgée avec le Césin sur l'origine des RSSI au sens études, filières, métiers avant, etc., etc. Et beaucoup de gens sont des passionnés. Alors ça, c'est pas lié à l'étude, à d'où ils viennent, mais la cyber, c'est comme un domaine, il faut aimer, il faut faire de la veille, il faut se plonger dedans et on se retrouve avec beaucoup, et je pense que c'est positif, mais c'est aussi
une racine du mal. On a des gens passionnés qui adorent leur boulot, qui se sentent vraiment investis parce que c'est passionnant, parce qu'on lutte contre des attaquants, parce qu'on est sur des sujets hyper en avance, de pointe, etc. Et puis, on se retrouve un peu à progressivement se dire, ah non, mais mon job, c'est de protéger, je suis le gardien du temple, le dernier rempart, et certains, voilà, ont cette posture de super-héros qui n'est pas viable. On est des êtres humains, des hommes, des femmes, on n'est pas des super-héros, des Superman, des Wonder Woman, et notre boulot, c'est pas de tout bloquer, on n'est pas des gilets pare-balles ambulants qui vont bloquer toutes les attaques, et du coup, on se retrouve surengagé, et dans certains cas avec des responsabilités beaucoup trop grandes pour une seule personne. Et du coup, là, on commence à être sur une problématique, un décalage entre ce que l'on est capable de fournir et ce que l'organisation attend de nous, ou ce qu'on est capable de faire et ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et c'est là où, en fait, on se retrouve sur un terreau favorable au stress parce qu'on est trop engagé, parce qu'on se rend compte qu'on est pas capable d'assurer au quotidien parce que ce qui était un petit peu amusant, palpitant, devient stressant parce que trop de boulot, trop de charges, incapacité de déconnecter. Et du coup, à titre personnel, il faut essayer de se protéger en se disant non, mais mon métier, c'est pas de tout bloquer, c'est de maîtriser des risques, de faire en sorte que les risques soient acceptés par des propriétaires de risques, c'est de mettre en place une dynamique sécurité. C'est pas pareil qu'être responsable de tout. Et l'organisation, et aussi pour ça on en parlait, ça n'est pas qu'une problématique individuelle, l'organisation a évidemment un rôle à jouer parce qu'elle doit protéger les collaborateurs. Dans certains contextes, il y a des chartes, on parlait à un moment de chartes administrateurs, etc. Il faut aussi définir clairement, au travers d'une fiche de poste, quelles sont les responsabilités des personnes dans la cyber, des responsables, des référents, des officiers de sécurité. Voilà, il y a plein de titres, mais globalement, les gens impliqués dans ces problématiques doivent avoir des responsabilités un peu plus claires parce que parfois, c'est peut-être un peu flou par manque de maturité, par difficulté à écrire précisément ces responsabilités. C'est aussi une problématique qui reste encore mal appréhendé par le top management, même si le sujet est de plus en plus prégnant, on en parle régulièrement, il y a beaucoup d'attaques. Concrètement, les déclinaisons opérationnelles de qui est responsable de quoi, comment on gouverne la cyber dans une boîte, et l'impact que ça aura sur les personnes, ça reste encore un peu flou, et parfois l'organisation n'aide pas des personnes qui pourraient naturellement se mettre à risque. Donc ça fait un facteur aggravant. On voit que la dimension organisationnelle aggrave la dimension individuelle. Et ensuite, si on passe sur d'autres facteurs, sur la slide suivante, c'est celle-là, ouais. C'est aussi de trouver d'autres, creuser un petit peu plus, au-delà de la définition des responsabilités, de ne pas s'en mettre trop sur les épaules. On a d'autres facteurs qui génèrent ça. C'est aussi de se dire, moi, je représente un métier clé, au-delà d'être, je suis une fonction importante dans l'entreprise et je peux pas m'arrêter. Je veux dire, parfois, on a des contextes où le RSSI ou la RSSI, il est seul, il n'a peut-être pas d'équipe, il a peut-être un budget restreint et du coup, il est au four et au moulin et il considère qu'il ne peut pas s'arrêter. Il y a une attaque le week-end, il y a une vulnérabilité, je dois regarder, je suis d'astreinte non officielle en permanence, ça va être les Jeux Olympiques, il faut regarder, même si on n'est pas concerné, on ne sait jamais. Et donc, on se retrouve avec un état de fait où on est connecté 24 heures sur 24, il n'y a pas de pause et c'est le meilleur moyen, de péter un plomb parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de se ménager. Et il y avait aussi la question qui avait été posée de but en blanc lors de l'étude de la peur de perdre son travail, qui peut être un facteur générateur de stress évidemment très important. Évidemment, ça dépend des personnes, des situations, des familles, etc. Mais globalement, peu de gens ont envie de perdre son job. Et un pourcentage assez important de personnes, j'ai plus le chiffre en tête, on dit ah non, mais s'il y a une crise cyber, je perdrai mon boulot. Alors, je pense que ce facteur a été un peu suramplifié depuis 2021. Il y a eu beaucoup d'attaques médiatisées, d'autres moins médiatisées, un peu partout, dans les entreprises, les administrations, des hôpitaux. Et en France, en tout cas, on n'a quand même pas la culture américaine de bon, il y a une attaque, allez, tu prends ton carton, tu t'en vas. Donc, la crainte de perdre son job, je pense que c'est humain, c'est naturel. Je pense que dans la vraie vie, ça peut être amoindri
À mon avis, c'est pas nécessairement ça, même si évidemment on veut bien faire son boulot, on veut progresser, on veut, voilà, on est très engagé, quoi. Donc, du coup, voilà, on a voilà un certain nombre de facteurs personnels qui sont aggravés ou amplifiés par des facteurs un petit peu organisationnels ou structurels. On parlait de la difficulté à appréhender les sujets gouvernance, responsabilité cyber. On a aussi au-delà de la direction des métiers qui sont parfois pas concernés du tout. Oui, je ferai une analyse de risque ou un audit sur mon projet, mais là j'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités, il faut mettre en prod. Oui, je vais respecter la PSSI, mais pas tout de suite, j'ai autre chose à faire. Évidemment, la PSSI se fatigue, il répète toujours les mêmes choses. Non, mais il faut faire le test, il faut faire l'audit, il faut mettre en place le MFA, le chiffrement, ceci, cela. C'est fatigant. Il faut garder la foi. Il y a un côté bâton de pèlerin dans le métier qui est pas pour taper sur le métier, justement, ce bâton de pèlerin, c'est pour propager la bonne parole, mais ça peut être un peu fatigant au bout d'un moment parce qu'on se répète, parce que les processus sont pas toujours respectés, les politiques sont bypassées, etc., etc. Donc tout ça, ça vient s'ajouter à un contexte de espèce de fragilité, notamment liée à l'adversité. Tu en parlais, Laurine, on est quand même face à une menace invisible, disproportionnelle. Les attaquants, ils sont quand même très nombreux et pour certains très bien dotés en argent, en moyens, et du coup, on se retrouve dans une posture assez délicate. On va pouvoir attaquer les métaphores sur le sport vu que les JO arrivent, mais un gardien de but, ça doit arrêter tous les ballons. Un attaquant, il suffit qu'il y ait un ballon qui passe pour mettre un but. Et les gens de la cyber, ils sont plutôt du côté des gardiens de but. Ils doivent tout arrêter. Il suffit d'un tir bien cadré, d'une attaque bien ciblée pour que le mal soit fait. C'est comme ça. Et du coup, quand on est côté des défenseurs, il faut être capable de ça. Et pour l'anecdote, quand on a travaillé l'étude, donc on a travaillé avec Jan Ofanowski, je pense que Laurine, tu l'as présenté en intro et tu l'as excusé. On avait également travaillé avec un médecin de l'Institut Curie qui était spécialisé sur le stress des soignants. Vous savez, l'Institut Curie est spécialisé en cancérologie et il y a beaucoup de médecins là-bas qui doivent annoncer des très mauvaises nouvelles à leurs patients. Donc, c'est une forme de stress particulièrement éprouvante. Et en fait, ce professionnel nous a aidé, d'une part, à porter un regard un peu médical sur l'étude, et notamment à nous dire, attention, 40% de gens qui sont stressés ou qui sont pas stressés, c'est énorme. Enfin, moi, je dis, 40%, ça va, mais non, en fait, c'était monstrueux en pourcentage. Et aussi, il nous expliquait que de son point de vue de médecin, dis donc, vous n'avez pas de chance les RSSI parce que vous cumulez tous les inconvénients des professions du soin. Vous êtes dans le stress des urgentistes, vous êtes dans les prises de décision un peu lourdes de certains spécialistes qui font des opérations, vous devez faire le post-opératoire, vous êtes un peu partout. Et en fait, moi je le vois, j'ai beaucoup aidé des médecins à gérer leur stress, mais ils ne faisaient qu'un morceau de l'histoire. Ils avaient une spécialisation, ils n'étaient pas partout. Vous, dis donc, comment vous faites? Vous avez tous les problèmes et vous êtes globalement peu nombreux dans les organisations et pas toujours reconnus. Donc il y avait quand même aussi ces éléments-là, et on va en reparler sur les solutions. Voilà, un métier malgré tout particulier, relativement jeune à l'échelle des métiers de l'entreprise, des organisations, et ce sujet assez ciblé, la charge mentale des professionnels de la cyber, c'est pas non plus un sujet qui a été étudié de fond en comble. Du coup, derrière, c'est pas vraiment appréhendé par les ressources humaines, par le management. Donc, il y a des choses à creuser et justement, on va en parler maintenant. Et pour ajouter un petit point, il me semble que Yann avait soulevé un point intéressant. Il nous avait expliqué le concept de locus de contrôle en expliquant, donc il me semble que c'était dans une étude que Benjamin, tu avais sorti avec Yann justement sur faire face au stress cyber. Le locus de contrôle étant justement de considérer soit que soit que les faits sont le résultat de mes actions directes, soit que les faits sont le résultat de facteurs externes, les lois, les incidents, etc. Et donc, ils expliquaient que les RSSI avaient souvent ce qui s'appelle un locus de contrôle interne élevé, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à considérer que les faits étaient la conséquence de leurs actions à eux et non pas un locus de contrôle
externe qui consistait à considérer que les incidents avaient pour origine leur contexte de l'entreprise, les contraintes qui lui sont mises. Et je trouvais que c'était un concept qui était assez intéressant et que je tenais à mentionner aussi. Un dernier point sur les causes de ce stress des RSSI. On a cette grosse question du manque de soutien et du manque de reconnaissance. Benjamin, tu expliquais que le RSSI avait ce rôle de super-héros. C'est souvent une métaphore qui est employée. Et pourtant, on s'étonne de voir que un rôle aussi important manque autant de reconnaissance, comme si l'entreprise, et ce n'est pas pour critiquer l'entreprise, mais se disait, bon, le RSSI est super-héros, il se débrouille très bien, je peux de mon côté me désengager de ces problématiques cyber. Je peux me reposer sur les épaules du super-héros. Donc, à l'échelle individuelle, on va dire que ce manque de soutien, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Benjamin, mais ce temps passé en permanence à se justifier, à expliquer, à demander et redemander les mêmes choses. Il y a vraiment ce côté répétitif qui peut aussi être ennuyeux en même temps que fatigant. Et bien évidemment, la question du manque de moyens, qui est quelque chose qui revient vraiment régulièrement. Des moyens qui peuvent être de tout type, les moyens en ressources humaines, on en parlait tout à l'heure de la pénurie de talents en cyber, mais aussi un manque de moyens financiers. On a vraiment cette question du budget cyber. On avait fait un webinaire il y a pas longtemps sur le coût de la cyber et une personne dans l'assemblée nous avait dit avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une phrase intéressante dans le sens où souvent les budgets cyber ont du mal à être débloqués malgré les relances des RSSI. Et une fois que l'incident est passé, là on va se dire ah oui tiens on va investir dans la cyber, c'est important. Malheureusement, c'est justement souvent trop tard. Il y a aussi donc de manière corrélée un manque de temps et un manque aussi parfois d'accès à certains réseaux. Par exemple, voilà, on leur refuse l'accès à certains réseaux privés, ce qui génère une réelle frustration parce que le RSSI sait comment est-ce qu'on pourrait sécuriser en tout cas au maximum l'entreprise, mais il ne reçoit pas toujours les moyens de le faire. Donc les moyens à la fois en ressources humaines, moyens financiers et aussi les accès aux espaces nécessaires. Il y a aussi donc une dimension un petit peu plus organisationnelle qui est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure aussi, mais la mauvaise image auprès des collaborateurs. On utilise souvent le terme d'empêcheur de tourner en rond. C'est vrai que voilà, les employés disent ah oui non mais il faut que je demande au RSSI. Le RSSI a encore mis ce projet sur pause. C'est pénible. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce manque non seulement de soutien financier, mais aussi ce manque de reconnaissance avec des procédures qui sont mises en place, qui sont parfois très complexes, très répétitives. On a aussi la notion justement de cyber-fatigue ou de alerte-fatigue qui est mentionnée. Évidemment, le stress et la fatigue sont souvent liés. Et aussi, ce qui a été évoqué, il me semble, dans l'étude, mais une peur d'avouer ses difficultés. Parce que le RSSI est le responsable, parce qu'il a la sécurité sur ses épaules, ça peut être parfois compliqué d'aller voir la direction générale et dire bah écoutez, là je n'y arrive pas, c'est trop compliqué, je sens que l'entreprise n'est pas suffisamment bien protégée parce que précisément il y a aussi cette peur de perdre son emploi et il me semble Benjamin que le chiffre c'était 54% des répondants de l'étude qui disaient qu'ils avaient peur de perdre leur emploi si un incident arrivait. Donc il y a réellement aussi cette peur de perdre l'emploi qui ajoute, je pense, aussi du stress et qui empêche, encore une fois, au RSSI de faire remonter certains problèmes. Et il y a aussi vraiment cette surcharge de travail opérationnel qu'on évoquait tout à l'heure, avec une problématique aussi qui est assez nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de formations en cybersécurité, et pourtant, dans ces formations, la question du stress, la gestion de cette sollicitation permanente est finalement très peu abordée, ou encore trop peu abordée, c'est-à-dire qu'on donne les éléments techniques, on donne les connaissances organisationnelles, mais ces connaissances et ces compétences de gestion du stress, de gestion des priorités sont encore trop peu abordées, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un point qu'on avait mis en avant dans les axes de travail après l'étude. Comment intégrer cette problématique dans la formation, sachant que pour beaucoup de RSSI,
en poste qui ont un certain nombre d'années d'expérience, ils n'ont pas fait d'école de RSSI, tout simplement parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a besoin de faire un peu de rattrapage là-dessus et sur des formations plus récentes, parce qu'il y a eu pas mal d'écoles plutôt d'IT qui sont liées à la cyber, où il y a des écoles 100% cyber et pas mal de nouveautés depuis quelques années. L'idée, c'était aussi d'aller partager des éléments là-dessus pour que ça soit intégré dans les programmes. D'autant plus que pour l'avoir fait, pour avoir mené quelques missions d'accompagnement d'équipes cyber face à ces problématiques de stress, de gestion de la charge mentale, etc., on se rend compte que comme le niveau de prise de conscience est assez faible, mais comme dans plein d'autres métiers, des solutions assez simples peuvent être très efficaces. Et pour avoir donné des conseils sur justement la gestion du stress, comment on gère ses priorités quand il y a plein de sujets cyber, comment on se protège en tant que RSSI, responsable cyber, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont des classiques de la gestion du stress qui peuvent beaucoup aider. Et si ça Oui. avait été enseigné un peu plus tôt, peut-être que ça ferait moins mal. Oui. Et justement, on va un petit peu, on a parlé des causes, on a parlé des symptômes, des effets. On va se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Justement, le but, c'est aussi d'apporter des solutions. On a identifié un petit peu des changements à double échelle. La dimension individuelle et toujours la dimension organisationnelle. De manière un petit peu plus générale, va y avoir ce projet, on va dire, de réenchanter son métier, de se concentrer sur les aspects positifs et gratifiants du métier. Ne pas oublier que voilà, cette posture de super-héros, elle peut être parfois lourde à porter, mais d'un autre côté, c'est un travail qui a vraiment du sens. Voilà, on protège les données des utilisateurs, on protège l'activité de l'entreprise, on protège les emplois. Donc il y a vraiment ce côté du sens et aussi de l'adrénaline, un métier qui n'est jamais le même. Et aussi un métier où il y a, il me semble, un véritable esprit communautaire. Vraiment, il y a beaucoup de clubs, de sociétés, de cercles qui est vraiment un esprit qui est très présent dans le secteur de la cyber. Et donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur ses pairs dans ces cercles, justement, d'évoquer ces problématiques, de dire, bah voilà, comment est-ce que toi, tu gères quand tu as plein de demandes qui arrivent en même temps, comment est-ce que tu réussis à dire non quand il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Et aussi, bien sûr, de manière corrélée, d'apprendre à déléguer dès que possible. Encore une fois, cette posture de super-héros, ça peut aussi induire une hyper-responsabilisation et le fait de se dire non, je vais tout garder de mon côté parce que c'est moi, Atlas, qui porte le monde sur mes épaules et je ne peux absolument pas déléguer certaines de mes tâches à quelqu'un d'autre. Et enfin, du point de vue individuel, de renforcer un petit peu ses compétences en leadership et en communication. On oublie souvent que le RSSI, ce n'est pas qu'un technicien, il a aussi un vrai rôle avec les ressources humaines, voilà, de communiquer, d'expliquer, d'être très pédagogue. D'où l'intérêt un petit peu d'apprendre le storytelling, d'apprendre à faire des scénarios, de vraiment être pédagogue avec les utilisateurs pour que ce côté vraiment la cybersécurité, c'est pénible, c'est lourd, pour que les utilisateurs comprennent mieux les enjeux et donc soient plus réceptifs aux conseils et aux enjeux du RSSI. Et de manière un petit peu plus globale, et ça c'est valable pour de nombreuses entreprises, mais c'est important de le mentionner, c'est que à l'échelle de l'entreprise, il faut faire de la santé mentale un sujet vraiment important qui fait partie de la culture d'entreprise. Ça profitera non seulement au RSSI, mais aussi à l'ensemble des employés, et en particulier aux RSSI qui sont beaucoup sollicités. Donc, supprimer les réunions inutiles, favoriser des horaires flexibles, respecter le droit à la déconnexion. Alors, Benjamin, tu parlais du système d'astreinte, qui est quelque chose de normalement de bien formalisé. Voilà, telle personne est d'astreinte à tel moment, mais il y a cette sorte d'astreinte informelle où le droit à la déconnexion n'est pas suffisamment respecté. Et ne pas hésiter aussi à créer des zones de détente, voilà, dans le bureau. C'est vraiment quelque chose qui paraît simple et pourtant qui peut avoir un réel impact sur le bien-être des employés. Et enfin, de manière un petit peu plus spécifique au RSSI, parfois de les intégrer dans des initiatives, des projets qui ont pour but de justement améliorer la santé mentale des employés, de les mettre un petit peu dans ces projets pilotes parce que ça fait partie des employés les plus exposés au stress. Et donc, voilà, d'organiser des retours d'expérience, de leur demander comment est-ce qu'ils ont ressenti telle expérience.
Ça peut être des changements à double échelle qui sont très importants et qui peuvent être réellement mis en place à l'échelle de l'entreprise. Et Benjamin, je te laisse prendre la main pour l'autre fournée de changements. Yes, alors effectivement, sur tout ce qu'on peut mettre en place, on l'a vu, hein, ça peut être des choses très, très simples qui peuvent être un peu évidentes, mais pour lesquelles il fallait juste prendre le temps de se pencher sur le sujet, de se dire, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis il peut y avoir des choses un petit peu plus engageantes. Une façon de comprendre un peu le point commun, le trait d'union entre toutes ces différentes mesures de correction, pour rester dans du jargon cyber, c'est de reprendre un peu une définition du stress. Et moi, j'aime bien celle-là, c'est sur une histoire de décalage entre, en gros, vous avez des ressources, vous avez des moyens personnels et vous faites face à des exigences qui sont pas alignées. Vous êtes un homme, une femme qui travaillez un certain nombre d'heures par jour et en face, votre organisation, votre boss, les attaquants vous génèrent une quantité de travail indécente. Et donc là, premier élément générateur de stress, il y a un décalage entre voilà, la capacité à faire et les attentes. Et du coup, on voit bien que les mesures qu'on va mettre en place, ça va être comment je fais pour réduire ce gap, comment je fais pour faire en sorte que ma capacité à traiter s'aligne avec ce qu'on me demande de faire. Alors, soit on augmente sa capacité à traiter, et on devient un surhomme ou une surfemme, mais j'ai pas la solution. Alors après, si, on peut augmenter sa capacité à traiter, au-delà de la blague, en enlevant les choses inutiles, en allant que aux réunions on est vraiment utile, en déléguant, en allant chercher des moyens pour avoir une équipe. Alors c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est ça, hein, augmenter sa base de moyens, c'est pas uniquement je travaille plus. Je travaille plus, ça sera pas une solution viable. C'est je travaille mieux, j'ai une équipe, je m'appuie sur des solutions, j'automatise, etc., etc. Et puis après, ça peut être aussi, je réduis ce qui vient, ce qu'on me demande, parce que je suis que sur un périmètre donné, parce que je fais, je sais pas, moi, je suis RSSI et DPO, non, je vais être que RSSI. Alors, c'est plus compliqué à faire que à dire, hein, mais une façon, voilà, c'est pour se rappeler que dans ce qui va permettre de réduire le gap, c'est soit on augmente la capacité à faire, soit on réduit ce qui va nous tomber dessus. Et donc, ça peut être aussi personnel, hein, parfois le stress, le gap, il peut venir uniquement de ce qu'on peut faire versus ce qu'on souhaiterait faire, et là où c'est plus compliqué, mais il faut faire ce travail, c'est réduire son niveau d'exigence personnelle en disant non, mais moi je suis capable de faire ça, je me connais, je vais bosser un petit peu plus ce soir, je finirai ça ce week-end, je regarderai, etc. Mais ça peut être un piège aussi, parce qu'en fait, on est en permanence dans le niveau d'exigence déraisonnable et il faut accepter de se dire, bon, je ne pourrais pas traiter, c'est pas si important. Et pour en avoir parlé avec pas mal de RSSI, il faut faire ce constat qu'on ne pourra pas tout défendre. Une bonne partie de la cyber est basée sur la notion de risque. Il y a des risques plus ou moins gros, il y a des risques plus importants que d'autres, il y a des conséquences. La nature même de l'analyse de risque a pour objectif de travailler sur ses priorités, ses classifications. À un moment donné, on accepte que non, ok, c'est un petit morceau du SI moins exposé sur un périmètre moins critique pour le business. Tant pis, il est comme il n'est pas parfait, c'est peut-être par là qu'on aura une attaque, mais j'ai des mesures qui vont permettre de bloquer, de limiter, de réduire l'impact, etc., etc. Et donc, il faut faire ce constat de, voilà, ça sera pas parfait. Alors voilà, on va pas non plus être dans un mode je m'en foutiste ou non, mais c'est pas grave, rien n'est important, on patche plus rien, c'est open bar, etc., etc. Évidemment, on va pas en arriver là, mais c'est une façon probablement de mieux faire son job que d'accepter qu'on ne pourra pas tout faire et de se dire finalement, c'est quoi les risques les plus importants? C'est peut-être pas au RSSI ou à la RSSI de définir ses priorités lui-même. Il va aller en parler avec le métier, avec la direction, mais au moins, ça va donner un cadre digestible, on va dire digeste, avec derrière une feuille de route raisonnable et de se dire, mais en fait, non, je ne suis pas le super-héros Iron Man, Wonder Woman, tout ce qu'on veut, je suis quelqu'un qui gère des risques, quelqu'un qui définit un cap en matière de cyber, quelqu'un qui anime des personnes qui contribuent à la cyber et pas plus, pas moins, c'est déjà beaucoup ce job-là et on accepte, voilà, quelque part on fixe un bon niveau et ça passe, hein, on le voit par
cette petite analyse de finalement, qu'est-ce qui fait que je stresse? Est-ce que c'est moi-même qui me stresse? Est-ce que c'est mon chef? Est-ce que c'est des événements extérieurs? Et du coup, c'est vraiment un voyage intérieur. Alors moi, je suis plutôt de formation ingénieur, rationnel, scientifique. Donc ces sujets-là, de prime abord, j'avais un peu du mal pour tout vous dire. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il y a des choses assez simples qu'on peut, des petites recettes, des petites analyses qu'on peut faire sur soi qui vont permettre de dire, ok, bah, j'ai compris, là, c'est là que j'ai mon gap entre ce que je peux faire et ce que je veux faire. Et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Et ça peut servir d'ailleurs à titre personnel dans des tas de contextes. Et puis après, il y a cette dimension organisationnelle dont on a commencé à parler. Encore une fois, pour en parler, un des biens fondés de cette étude qu'on n'avait pas trop anticipé, c'était tout simplement de mettre les mots sur un problème. Beaucoup de gens ont dit ah bah c'est vrai, dis donc, je suis stressé, je suis pas le seul, ça fait du bien d'en parler, parce que c'est quand même des sujets qui peuvent soulager quand on en parle. Ça veut pas que ça guérit pas tout, mais ça peut aider. Et c'est aussi parler. Expliquer à sa hiérarchie, à ses ressources humaines que c'est un métier particulier qui génère du stress. Et puis l'étude, c'est aussi pour dire, je l'ai pas inventé, regardez, hein, je suis pas le seul à le dire. Et puis derrière, encore une fois, en parler aussi en interne. Si vous êtes à la tête d'une équipe, quelle que soit la taille de professionnels de la cyber, parlez du sujet, regardez comment dans vos rites d'équipe, dans vos temps forts d'équipe, si vous faites du team building, vous intégrez des travaux sur ce sujet. Et encore une fois, ce sujet qui, quelque part, tourne autour de l'humain, et on met de côté toutes les compétences techniques, organisation, on est vraiment sur les soft skills, etc. Il y a beaucoup de recettes simples chez un client dans le cadre d'une mission autour, encore une fois, sur ces problématiques. On a travaillé à la notion de blason d'équipe, qui est un outil assez commun dans le management, dans l'animation d'équipe. Un blason d'équipe, à la fin, vous avez une espèce de dessin avec des zones bien définies pour définir votre mission, votre objectif, la façon de le faire, votre slogan. Ça peut paraître, c'est assez fun, hein, c'est pas ça qui vous fera augmenter votre niveau de défense, mais c'est intéressant. Et à la fin, en fait, ça a lâché beaucoup de trucs, bosser là-dessus, ça a permis de dire plein de choses, définir un cap, se dire ah non mais attention, notre slogan, notre objectif d'équipe, il est complètement déraisonnable, on peut pas y arriver. Et l'équipe a construit son blason et à la fin, ça a crevé pas mal d'abcès qui étaient générateurs de stress, dit ou non dit. Et en fait, encore une fois, c'est des outils assez classiques de management, mais qui peuvent apporter beaucoup. Donc il y a, voilà, sensibiliser les équipes, travailler sur une vision aussi, expliquer que la cyber, c'est pas des robots, hein, c'est des femmes et des hommes qui luttent contre des attaques. Donc c'est quoi la cyber? C'est des êtres humains, c'est pas magique. On a nos limites, on a une capacité de travail finie, limitée, etc., etc. Donc on explique de façon transparente et je pense que ça sera un bon tremplin pour aller chercher des relais, chercher des sponsors, chercher des appuis qui vont derrière avoir une vision plus raisonnable de la cyber et qui normalement devrait derrière mener à une réduction du niveau de stress et de cette charge mentale environnante. Oui, et puis justement, le dernier élément que je trouvais intéressant, c'était de clarifier les responsabilités de chacun en cas d'incident. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le RSSI est, on va dire, celui qui est en bout de chaîne, que c'est lui qui est responsable d'un incident. Il est vraiment, c'est-à-dire que son périmètre d'intervention n'est pas est relativement réduit finalement par rapport à tout ce qui peut avoir un impact et qui peut causer un incident. Il est vraiment partie d'un système. Le risque cyber, voilà, c'est quelque chose de systémique dans l'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu facile de culpabiliser la personne qui est en bout de chaîne, alors que finalement, voilà, c'est tout le monde est impliqué là-dedans. Et excuse-moi, un petit complément sur le sujet de la responsabilité, notamment en cas de crise, pour l'avoir vécu, pour en avoir parlé avec les personnes du CERT Advance qui sont vraiment en salle de gestion de crise le jour où le pire se produit. Non, le RSSI se fait pas virer 2 heures après le chiffrement complet du système d'information et non, la direction, dans la majorité des cas, ne cherche pas un coupable à tout prix. La priorité, c'est stopper l'incident, gérer la reprise d'activité, la reconstruction et le temps de l'enquête, etc. C'est même assez rare qu'on soit à rechercher un coupable. Donc il faut aussi, c'est peut-être aussi un stress un peu fantasmé par des gens qui n'auraient pas vécu d'attaque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que chacun ait une bonne attaque pour s'en remettre, évidemment, mais il y a peut-être des choses sur ce côté, en cas de crise, il va me tomber tout ça sur la tête, qui sont peut-être un peu excessives
Et pareil, hein, c'est aussi pour ça que les cercles comme le Césin, le Clusif, etc., via du partage d'expérience, permettent de dire, mais attention, on se remet d'une crise, hein, c'est pas rigolo, mais on s'en relève. Donc c'est aussi une façon de réduire un peu la tension sur cet axe-là. Et Laurent, justement, dans le chat, remonte à quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement le responsable n'est pas que le RSSI, mais de toute manière, le responsable reste le hacker. Et le responsable, même dans le cadre d'une attaque de phishing, c'est pas la personne qui a cliqué sur le phishing, ça reste la personne qui a lancé l'attaque. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais qui reste une réalité dans le secteur de la cyber. Et donc dans ces solutions qu'on peut évoquer, il y a Tenacy, qui est donc un outil de pilotage de la cybersécurité et qui a pour but d'alléger la charge mentale des équipes SSI et donc en conséquence de réduire ce cyberstress. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de cockpit qui va vous permettre de tout rassembler en un seul endroit et donc de ne pas avoir une tonne de tableaux Excel dans lesquels on a du mal à se retrouver, des fichiers, de devoir gérer les relances auprès des interlocuteurs, de devoir gérer un petit peu aussi tous les différents périmètres. Là, le but, ça va être vraiment d'avoir une centralisation à la fois des équipes et des cas d'usage pour donc une meilleure traçabilité aussi, parce qu'un document Excel, c'est compliqué de voir qui a modifié quoi à quel moment. Là, ça va vraiment permettre d'avoir une traçabilité optimale et aussi l'automatisation qu'on évoquait tout à l'heure avec Benjamin, avec des plans d'action automatiques qui peuvent être générés et beaucoup de connecteurs, donc avec différents outils cyber, Azure Active Directory, un avec XMCO aussi qui est sorti récemment. Et enfin, un soutien à la prise de décision, parce qu'on sait que la charge mentale, c'est aussi cette question de responsabilité, de comment prendre la bonne décision au bon moment, alors même que les sollicitations pleuvent. Et donc, cette prise de décision va être facilitée avec vraiment du reporting. Un reporting qui peut se faire à plusieurs niveaux, des tableaux et des graphiques qui sont générés automatiquement, que vous pouvez mettre aux couleurs de votre entreprise pour ne pas passer des heures et des heures à faire quelque chose de joli à présenter à votre COMEX. Et aussi un scoring factuel de la conformité et des risques, avec la possibilité de faire une analyse de risque de votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Je vous laisse poser vos questions. Il me semble que Nicolas aussi parlait de cet esprit de pompier volontaire du numérique. Est-ce que Benjamin, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Le terme, nous, on l'utilise en interne pour tout vous dire. On a eu un CERT chez Advance, donc il y a le CERT dans une des équipes du CERT. Ce sont des gens qui font de la réponse à incident et parfois il arrive que toutes ces personnes soient occupées. Et donc on va chercher dans d'autres équipes, chez des pentesters, chez des consultants, et on appelle ça les pompiers volontaires. Voilà, et je pense que ça fait partie un peu de l'ADN de pas mal de professionnels de la cyber, ce côté je veux mettre à profit mon expertise, mes compétences, je veux aider quand il y a une attaque, avec une partie hyper positive et une partie un peu piège où, évidemment, quand on est pompier volontaire, c'est en plus du reste, il faut faire son autre job à côté. Évidemment, les attaquants, ils attaquent le vendredi soir parce qu'ils savent bien que le vendredi soir, c'est plus facile. Donc voilà, c'est le côté, encore une fois, le yin et le yang de l'engagement qui peut faire du bien et du mal. Oui, puis j'imagine que c'est aussi parfois le cas pour les RSSI qui se retrouvent sollicités pour des problématiques informatiques qui ne sont pas forcément dans le périmètre de la cyber. Par exemple, un RSSI qui va se retrouver sollicité par l'imprimante ne fonctionne pas, mon ordi ne veut pas s'allumer. J'imagine que c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Et sur les périmètres, un autre point aussi qu'on avait abordé qui peut être parfois délicat, et ça c'est encore une fois vraiment dépendant des personnes, c'est quand on est sur des sujets un peu délicats de comportement louche, de comportement qui impliquent des personnes qui ont fait des choses pas clean, et on peut avoir des informations sur un collègue qui a fait quelque chose de puni par la loi ou qui a fait quelque chose de pas correct. C'est aussi, voilà, il y a une forme de poids parce qu'on est au courant de choses un peu secrètes, etc., etc. Donc du coup, voilà, il y a ça aussi qui intervenait pour certains dans le stress. Leur tour, moi j'ai juste un message à faire passer, c'est que cette étude 2021, elle va être mise à jour d'ici la fin de l'année.
Avec le César, on travaille sur une édition 2024 de l'étude qui va notamment permettre de mettre à jour les chiffres. Est-ce que l'année des JO, l'année de Nice 2 va augmenter considérablement ou non le niveau de stress? On en saura plus dans quelques mois. Et je termine aussi par dire que je vous promets dans le chat un lien de prise de rendez-vous pour que nous puissions vous montrer ce que Tenacity peut faire pour vous. Et je vous précise que le replay et les slides de l'événement vous seront envoyés par email dans l'après-midi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Benjamin pour ta présence et pour tes inputs précieux. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.